Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à toutes, nous voici là pour un nouvel épisode et je vous amène du coup aujourd'hui à La Réunion, à la rencontre de Sylvaine Cussot, dit Sissi. Salut Sissi, comment ça va? Salut Sébastien, bonjour tout le monde. Écoute, ça va super. Je suis de retour à La Réunion depuis hier. Donc j'ai retrouvé l'été, la chaleur, les palmiers, tout va bien. Et les tongs. Et les tongs et le short. Ouais, j'ai bien suivi ton périple quand t'es arrivé sur le territoire d'Île-de-France, sorti de l'avion avec c'était une doudoune, le jean, les chaussures. Et on a bien compris que t'aimais pas ça. Non, c'est sûr. La chaleur de La Réunion me convient très très bien. Alors, si. Donc du coup, tu es une athlète confirmée, tu fais beaucoup de trail, mais tu es aussi chargée de com. Tu fais du marketing, tu es rédactrice web, donc pour iRun. Et tu as une collaboration avec ASIC, si je ne me trompe pas. C'est exact. Alors du coup, l'objectif c'est de parler de ton mental aujourd'hui. Commencer ce podcast. J'aimerais qu'on commence par un petit portrait chinois, si tu en es d'accord. Allons-y. Alors si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi? Je pense que je choisirais le vert. Parce que alors c'est pas parce que c'est ma couleur préférée, parce que j'ai pas vraiment de couleur préférée. J'ai toujours la couleur, c'est en fonction de à quoi elle est utile. Donc c'est pas la même chose pour un vêtement, pour un tableau ou pour une paire de chaussures par exemple. Mais le vert représente l'espoir, représente la nature. Le vert c'est aussi les jolies couleurs de l'été. Donc voilà, le vert me va très bien. Puis en plus c'est la couleur de ma nouvelle belle voiture. Qui représente une belle lionne. Eh oui, la jolie Peugeot, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu? Alors j'en choisirais aucun, malheureusement, parce que je suis pas du tout une grande lectrice. Fut un temps, je lisais beaucoup les Musso, Guillaume Musso, j'adorais. C'est plutôt mon style de livre, tu vois, les histoires un peu tordues qui te permettent vraiment de t'évader. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, je lis beaucoup moins. Donc, je vais pas mentir en inventant un nom de livre parce que je ne serais pas un livre. Tout simplement, si j'étais un livre, je ne serais pas un livre. Pour être complètement sincère. Mais les Musso, j'aime bien. Ok, c'est noté. Et si tu étais une fleur, alors? Quelle fleur serais-tu? Une fleur, je dirais une marguerite. Une marguerite parce que c'est une fleur simple. Et tu vois, d'ailleurs, quand tu me posais la question, comme je t'avais dit avant, j'ai rien préparé. Et quand tu parles fleur, je pense à celle-ci parce que c'est pour moi la plus classique des fleurs. Elle est pas forcément très jolie, mais elle est quand tu croises une marguerite, tu peux quand même avoir le sourire et te dire oh la jolie fleur, la jolie marguerite. Donc voilà, c'est simple, banal, mais ça fait son effet. Ouais, c'est une jolie fleur, je trouve, la marguerite. Et puis souvent, c'est une des premières fleurs qu'on voit au printemps, très souvent. Ouais, c'est vrai. Après, elle est pas très colorée, je la trouve assez banale, mais effectivement, quand on croise une, ça te donne un peu le sourire, donc c'est cool. C'est vrai. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Un objet, j'ai envie de dire le sac à dos, sous toutes ses formes. Que ce soit un sac d'hydratation, tu sais, que tu emmènes quand tu fais du trail, ou un sac de sport, ou un sac de voyage, parce que c'est quelque chose qui te permet justement d'emmener plein d'autres objets avec toi,
Et aujourd'hui, voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de partir avec mon sac à dos à La Réunion. Et dans mon sac à dos, j'ai quelque part pris un peu toute ma maison. Et voilà, un sac à dos, ça permet d'emmener plein de choses avec soi, les choses qui comptent. C'est super pratique. Ok, pour le sac à dos. Bon, après, à La Réunion, t'as pas pris qu'un sac à dos quand même. J'ai pris une valise, mais tu vois, quand justement je te disais sac à dos dans toutes ses formes, dans la mesure où c'est quelque chose qui te permet d'emmener plein de choses, tu vois, dans un contenant, c'est quand même super pratique quand tu regardes dans les gares, les aéroports, les gens, ils transportent leur sac. Des fois, je sais pas toi, mais moi, je me dis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans leur sac? Tu sais, c'est chacun à l'intérieur. Et je suis sûre que ce serait rigolo d'ouvrir chaque sac et voir chacun qui amène ses petits objets précieux. C'est marrant. C'est vrai. Chacun amène ses petits trucs. Est-ce que t'es gourmande? Je suis pas gourmande de sucré du tout même. En général, tu vois, le matin, je suis plutôt salé que sucré. En général, au restaurant, je vais plutôt prendre un déca en fin de repas qu'un café. Non, pas trop. Une petite glace, ça passe bien, mais je suis pas du tout pâtisserie. Ok. Et si tu devais choisir un plat cuisiné, tu choisirais lequel? J'ai envie de dire une salade César. J'adore les Césars. Surtout, tu vois, à La Réunion, il fait très chaud, donc on mange beaucoup froid. Et j'adore les Césars sous toutes ses formes, sous toutes leurs formes. Et c'est vraiment une salade que j'adore. Avec un œuf qui coule, avec un petit peu de fromage. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque cuistot la fait différemment, même si dans les grandes bases, c'est la même. Et voilà, mes colocs savent que craquer, c'est un grand mot, hein, parce que c'est pas un truc de gourmand non plus. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, je crois qu'il est l'heure de manger chez toi, alors que chez nous c'est le matin. Mais du coup, ouais. tu m'as donné faim. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, ça serait lequel et pourquoi? Sans hésiter, la fin de journée, au moment du coucher du soleil. C'est vrai que je suis pas trop du matin. En général, je mets toujours un peu de temps à me mettre en route. Tu vois, le sport, c'est plutôt fin de matinée ou fin de journée, mais très rarement tôt le matin. Pourtant, c'est vrai que le matin, les couleurs sont belles, mais c'est pas là où je suis plus en forme. Mais fin de journée, j'adore. Voilà, les couleurs sont jolies. C'est un autre moment qui démarre, la soirée. Et voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup ce moment-là. Si tu devais choisir un art, quel choisirais-tu? Alors, la musique. La musique parce que j'adore le son, j'adore le chant et la danse associée, tout ce qui est rythme. Je trouve que c'est important de mettre de la joie, de la bonne humeur dans sa vie et je trouve que la musique ça en fait partie. Autant tu vois la musique qui peut te faire donner envie de chanter, de danser que celle qui peut te faire un peu te rendre nostalgique de certaines choses. Je trouve que ça te procure des émotions et j'aime beaucoup tout ce qui procure des émotions et je trouve que voilà la musique c'est vraiment un bon moyen de s'évader et de se laisser un peu aller à pleurer, à rigoler, à plein de choses. Et est-ce que tu cours avec de la musique? Oui, ça m'arrive de temps en temps et j'aime beaucoup. Souvent, c'est sur des parcours que je connais très bien et la musique qui me permet de trouver une autre motivation que la découverte de paysages, de nouveaux endroits, des choses comme ça. Et ouais, ça m'arrive. Je dirais une fois sur 3, tu vois. J'aime bien m'accompagner de musique. Ok. Parce que des fois, il y a des runners et des runneuses il y en a qui courent sans musique, il y en a qui courent avec de la musique. Des fois, ça m'a toujours un petit peu interpellé, enfin voilà. Moi, je sais que j'aime bien courir en musique et je connais des gens qui aiment pas courir avec de la musique. Du coup, voilà pourquoi la question. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on en parle de temps en temps avec d'autres coureurs. Ouais, je comprends. C'est une bonne question et je pense qu'on a tous nos raisons, voilà. Et puis je comprends aussi tout à fait ceux qui préfèrent se concentrer sur leurs sensations, sur l'environnement, les oiseaux, voilà. Chacun ses façons de fonctionner. Alors, côté vêtements, si tu devais choisir un vêtement, tu choisirais lequel? Plutôt une veste plutôt Gore-Tex d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que j'ai tout le temps avec moi quand je pars en sortie longue en montagne. Tu sais que je suis très frileuse. Du coup, je supporte pas d'avoir froid. C'est vraiment quelque chose. J'ai vraiment du mal avec le froid et franchement, une veste Gore-Tex, les vestes Gore-Tex m'ont souvent sauvée sur certaines courses. Il s'est mis à déluger, le froid, la neige. Voilà, tu mets la capuche, ça te protège et c'est vraiment un accessoire qu'il faut vraiment avoir sur soi. Enfin, moi, je conseille toujours à tout le monde quand tu pars en montagne, même s'il fait beau, la météo peut switcher d'une minute à l'autre et c'est important d'avoir toujours une veste sur soi. On prend note du conseil. Gore-Tex. Si
Si tu étais une qualité, tu serais laquelle? C'est toujours la question. Je déteste répondre à cette question. Tu sais, c'est les questions qu'on me pose à l'entretien d'embauche. 3 qualités, 3 défauts. En général, tu les prépares avant. Souvent, c'est ce qu'on me dit, c'est ouais, je suis dynamique. Voilà, j'aime bien quand ça bouge. Même moi-même, je me supporte pas quand je suis pas en forme et quand je suis molle et quand je sens que je manque d'enthousiasme et parfois d'envie. Et même moi, je me mets des coups de pied aux fesses quand je suis comme ça. Et voilà, j'aime bien les gens aussi comme ça, tu vois, quand tu sens devant toi, il y a du répondant, il y a des mouvements, tu sens qu'il y a de la vie. Et ouais, je suis plutôt d'un naturel assez comme ça, je pense. En tout cas, c'est ce que tu nous renvoies sur les réseaux sociaux, que t'es plutôt punchy, parce que même avec la clavicule cassée, avec le péroné en convalescence, si je me souviens pas, et puis je sais pas, il y a plein d'autres choses. Je crois que j'ai jamais pu te voir à l'arrêt vraiment, quoi. T'as toujours des options pour bouger, en tout cas. Ouais, c'est clair. Je supporte pas d'être. Comme beaucoup de sportifs, on est des mauvais blessés. Hein. On n'aime pas être à l'arrêt. On n'est pas habitué à ça. Forcément, on essaie de trouver des solutions pour continuer à bouger malgré les bobos. Si tu étais un chiffre, tu serais lequel? Ça me fait sourire en même temps que je pose la question. J'ai envie de dire le 2. J'ai envie de dire le 2 parce qu'on a 2 bras, on a 2 mains, on a 2 jambes, on a 2 pieds, on a 2 yeux. Parce que j'ai fait énormément de 2e place et parce que j'aime bien Poupou, parce que je cours pas après les victoires. Là, je te parle au niveau sportif. Du coup, voilà, c'est vrai que j'ai souvent été à Bueno 2e place. Et puis maintenant, il y a une petite anecdote avec le 22 parce que toutes mes dernières fractures, je les ai faites, les 3, je les ai faites en 22 du mois. Donc voilà, le 2 me fait sourire. Ah ouais, le 22. Et moi, je suis né le 22 et aujourd'hui, on a mis 3/4 d'heure avant d'arriver à se connecter pour pouvoir enregistrer. Donc, je me suis dit, ça se trouve, il y a un truc avec le 22, même avec moi. C'est ça. Allez, une petite dernière, et puis après on passe sur la thématique du mental. Si tu devais choisir une saison de l'année que tu préfères, ça serait laquelle? L'été, parce qu'il fait longue, parce que les couleurs sont belles, parce que pour les enfants c'est aussi un moment spécial de vacances. Ils vont voir les grands-parents, la famille. Tu vois, ça fait penser aussi au bord de la mer et à la montagne aussi, parce que justement les gens en profitent pour bouger de chez eux, pour aller voir d'autres horizons. Et voilà, l'été me convient bien. Bon, bah c'est top tout ça. Bon, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux grâce à ce petit portrait chinois, bah écoute, on va parler un peu de ton parcours et de ton mental. Avec plaisir. Alors avec un peu de recul, si tu regardes dans le rétroviseur, il t'inspire quoi ton parcours? Il m'inspire quoi? C'est une drôle de question. Il m'inspire. J'ai un parcours très classique, on va dire, selon moi. J'ai grandi dans une famille, je dirais, une famille, 3 enfants, un papa, une maman. J'habitais au Mans. J'ai grandi, j'ai fait un parcours classique, c'est-à-dire le bac éco. Ensuite, j'ai fait une prépa éco. J'ai intégré une école de commerce. Donc rien d'entre guillemets original. Maintenant. Le classique, parfois, ça a du bon aussi. Et puis c'est surtout, je pense que ce que j'ai essayé de faire et ce que je conseille aussi aux gens, c'est de suivre leurs passions et leurs envies et pas forcément, tu vois, se sentir obligé de suivre des chemins tout tracés. C'est vrai que après mon école de commerce, j'ai intégré responsable recrutement dans une société de services en ingénierie informatique pendant quasiment 10 ans. J'ai suivi justement ce chemin classique, sortie d'école, j'ai eu mon diplôme et puis j'ai fait une spécialisation RH. Donc voilà, j'ai été responsable recrutement. Et puis j'ai adoré ce que j'ai fait à ce moment-là, mais à un moment donné, j'ai eu cette opportunité de vivre de ma passion, qui est le sport, en intégrant Iron et en étant aussi ambassadrice pour la marque. Ça voulait dire beaucoup de changements au niveau perso. Ça voulait dire un salaire à la baisse. Ça voulait dire peut-être moins de stabilité aussi parce que tu sors de ta zone de confort et un train-train un peu routinier qui est sécurisant mais dans lequel peut-être ça fait du bien d'en sortir aussi. Donc je l'ai fait, oui, j'ai quitté cette boîte pour rejoindre Iron et puis vivre beaucoup du trail, ma passion, et je le conseille à tout le monde parce que c'est certes une prise de risque, mais la prise de risque parfois a du bon et suivre sa passion et ses envies, c'est top quoi. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui aujourd'hui
ont justement sont restés dans ces chemins tout tracés et j'ai l'impression qu'ils subissent un petit peu leur vie où ils vivent la vie des autres par procuration et sont pas foncièrement heureux parce qu'ils ont peur peut-être aussi tu vois de se mettre un coup de pied aux fesses et se dire attends ce que je fais là c'est cool mais c'est pas forcément ce qui me fait rêver et vivre ses rêves bien sûr c'est possible c'est donné à tout le monde et voilà je suis venue à La Réunion c'est pareil beaucoup de gens me disent ça a de la chance en fait la chance il faut la provoquer aussi il faut se donner les moyens de suivre ses envies et voilà peut-être que d'un parcours qui commençait très très classique j'ai pris un grand virage à un moment donné je regrette pas du tout et certes c'était une prise de risque mais aujourd'hui quand je me retourne, je me dis t'as vraiment bien fait de faire ces choix. J'aurais pu ne pas les faire et ma vie aurait peut-être été très chouette aussi, hein. Mais au final, je suis très heureuse de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà. Si je peux répondre à ta question de cette façon, c'est ce que je pourrais dire. Après, c'est vrai que souvent nos propres vies ne nous inspirent pas. On suit des chemins, on suit des envies, on fait comme on pense être bon de faire, mais ce qui est chouette, c'est quand nos propres vies peuvent inspirer d'autres gens et c'est vrai que tu vois quand les gens t'écrivent à travers les réseaux ou autres et te disent c'est inspirant ce que tu fais peut-être c'est là où tu te rends compte que c'est cool parce que t'as fait des choix qui peuvent aussi inspirer d'autres mais toi en soi t'en as pas conscience en fait. Oui parce que toi tu suis ton chemin. Après je trouve que ça c'est un peu la magie des réseaux sociaux qui permettent d'être un petit peu suivi, de connaître l'actualité. Enfin voilà, c'est un peu j'en ai souvent parlé avec d'autres invités. C'est vrai que c'est bien, c'est chouette. Et puis, mais après, c'est vrai que, comment dire, on est sur le chemin. Enfin, vous êtes sur votre chemin, donc c'est un moyen de communiquer avec les gens. Mais c'est vrai que c'est inspirant pour certains. Et si ça peut les aider à se bouger, à aller courir, prendre leur vie en main et les dynamiser, moi je trouve ça super chouette. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, même si c'est pas pour chacun, c'est pas le but recherché, mais c'est vrai que si on peut s'inspirer d'autres gens pour prendre des décisions ou voilà dans le bon sens c'est génial quoi. Ça c'est le côté positif des réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Ne pas être dans la comparaison des autres, mais s'inspirer de ce qui peut être bon à prendre, c'est chouette. Tout à fait. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que au prisme de ton parcours, de tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent, ça te parle? Oui, tout à fait, ça me parle et ça j'en reviens justement à ce que j'ai dit juste avant. C'est vrai qu'il faut tenter de vivre ses rêves. Parfois, c'est des rêves impossibles parce que ce serait trop facile si tu vois tu claques des doigts et tout ce que tu veux faire, tu peux le faire. Mais par contre, il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que tu vois, j'ai des personnes. Des fois, j'entends dire mais moi jamais je pourrais faire ça. Mais non, il faut pas se mettre de barrières dans ses objectifs fixés. Il faut même si c'est ambitieux, il faut tenter d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves. On n'y arrive pas toujours, mais au moins on aura essayé et le chemin parcouru pour tenter de les réaliser, c'est déjà une expérience, c'est quelque chose qui va nous apporter, ça c'est évident, et peut-être justement apporter aux autres, puisque tu vois, on en parlait tout à l'heure, parfois on s'inspire des parcours des uns et des autres. Donc il faut tenter, il faut pas regarder de l'extérieur les choses en se disant c'est quelque chose que j'aimerais faire. Il faut se dire ouais, j'aimerais, et du coup je vais tenter de le faire. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais en tout cas il faut se lancer et rien n'est impossible. Il faut juste bien se préparer pour. Et c'est valable pour tout, pour le sport, pour dans le professionnel, c'est valable pour aussi des choses plus perso. Je pense qu'il faut toujours se dire qu'on est capable de. Ouais, t'as bien raison. Et puis je crois que finalement on se crée souvent nos propres barrières, donc à partir du moment où on va visualiser quelque chose qu'on a envie de faire et comme tu disais très justement, c'est pas de la chance, c'est à partir du moment où t'as un projet et que tu le construis et que tu mets sur un papier les moyens que tu veux te donner pour y arriver. Ça va peut-être prendre du temps, mais en général on y arrive. Tout à fait. Et puis même si on n'y arrive pas, au moins on a essayé. Et puis je suis sûre que le chemin pour la tentative de le faire apportera d'autres choses. Ça, oui, c'est évident. Ouvre d'autres portes souvent même. Ouais, tu as raison. Oui, ouvre d'autres portes, tout à fait. Alors, on va parler de mental. Si tu devais définir ce mot, le mental, quelle définition Sissi Cusso y mettrait dessus? Vaste question. Le mental, pour moi,
C'est justement tout ce qui est, c'est des capacités qui ne sont pas palpables, qui sont difficilement mesurables. Ça s'oppose au physique. Donc, on a des capacités physiques qui nous permettent de faire telle ou telle chose. Et on a tout ce qui est interne, tout ce qui est dans le cerveau, tout ce qui est en soi, qui nous permet en plus du physique, d'être encore plus fort. Et c'est des choses qui sont pas mesurables en fait. C'est des choses qui sont en chacun de soi, qui se travaillent. Je pense que c'est comme le physique, ça se muscle. C'est marrant parce que j'en parlais dans un dernier post que j'ai fait où je disais le mental, ça se muscle. Et c'est justement les échecs, l'expérience de la vie qui font qu'on va le muscler, on va le renforcer. Et voilà, c'est toutes ces choses, toutes ces capacités qu'on a en nous, qui sont pas ni palpables ni mesurables, mais qui sont une force. Et c'est ça qui est beau, c'est que on peut aller chercher. Parfois le physique ne suit plus, mais si on va chercher dans cette force là, on peut trouver on peut se trouver comment dire, du plus qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Voilà. Je sais pas si c'est clair si ce que je dis, mais c'est vrai que c'est le mental, il renferme tellement de choses incroyablement fortes qui nous permettent de grandes choses et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on n'en a pas forcément conscience, mais on a tous une part de ça en soi qui fait qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine en fait. Alors tu disais qu'il fallait le muscler, toi tu le muscles comment en fait? C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, comme tu parlais des expériences, mais est-ce que tu utilises des outils spécifiques, de la préparation mentale, en tout cas dans ton activité sportive ou personnelle? Non, je fais pas du tout de préparation mentale. C'est vrai que j'ai été approchée par des préparateurs mentaux. C'est qu'on dit préparateurs mentaux qui ont proposé de m'accompagner, mais c'est vrai que pour l'instant j'en ai pas ressenti vraiment le besoin parce que je pense réussir à trouver moi-même des petits outils en fait qui me permettent justement comme tu disais de renforcer d'utiliser ce levier comme une force. Enfin j'essaye en tout cas parce que alors j'ai pas vraiment d'outils, mais disons qu'au bout d'un moment, tu te connais, tu sais ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire, tu sais où aller chercher les petits trucs. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, si un matin je me lève, j'ai moins envie d'aller m'entraîner, je vais laisser l'envie arriver aussi. Tu vois, si je m'entraîne le matin, puis le matin je pars ce soir et j'écoute de la musique, il y a des choses qui fonctionnent bien, comme regarder aussi. Tu retombes sur des moments que t'as connus dans ta vie qui t'ont apporté des choses. Une course où tu as eu des émotions de fou, tu as été accompagné, tu as franchi la ligne d'arrivée avec le sentiment de satisfaction, des choses qui t'ont procuré des émotions, des choses comme ça. Ou même, tu as des personnes qui s'inspirent d'autres. Donc, tu vois, tu as peut-être besoin d'aller voir sur tel ou tel profil, quelqu'un qui peut-être pourrait te donner un petit coup de boost. Voilà, moi, je me dis toujours que quand il n'y a pas l'envie, c'est que le corps n'est pas forcément prêt aussi. Donc, on me demande souvent combien de temps laisser de récup après un ultra. Par exemple, c'est vrai que souvent, quand l'envie est là d'aller courir, d'aller faire du vélo, ça veut dire que le corps est récupéré, le corps est prêt. Quand t'as pas envie, quand t'es fatigué, souvent c'est que c'est pas le moment et il faut laisser l'envie venir. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'astuce, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut vraiment rester focus sur ses sensations, ses propres sensations et pas forcément se sentir obligé de. C'est vrai que on le disait tout à l'heure, les gens sont de plus en plus dans la comparaison. Tu vois, tu vas sur Strava, tu vois, oh là là, il voit la courrier tel, faut que j'y aille. Non, en fait, il faut éviter de faire ça parce que c'est ça qui est néfaste, c'est quand on commence à se comparer. En fait, on a chacun nos modes de fonctionnement, on a chacun nos propres entraînements, il faut rester focus sur ses objectifs, en tout cas pour tout ce qui est préparation pure et dure. Après voilà, on peut s'inspirer de certaines façons de faire des uns et des autres, mais voilà, je me suis un peu perdue dans pas mal
deux sujets différents. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment suivre ses propres sensations. Non, mais tu as évoqué des outils, hein, des outils qui sont importants. C'est déjà c'est s'écouter déjà, on est à l'écoute de son corps et de sa tête, donc ce qui est important déjà. Et surtout, tu as évoqué le fait d'avoir des ancrages positifs sur des expériences passées réussies qui permettent aussi d'aller rechercher des sensations et des souvenirs motivants qui permettent de se donner du boost, quoi. Donc tu vois, tu utilises des outils qui sont les tiens, mais qui peuvent être aussi des outils de la préparation mentale qu'on va pouvoir en tout cas développer chez d'autres athlètes qui les utilisent pas, athlètes ou même ça peut être des managers, ça peut être des étudiants, ça peut être voilà, en général les outils de la préparation mentale tu peux les décliner à plein de choses, hein, finalement. Oui, tout à fait. Alors t'as souvent soulevé le sourire, t'as souvent la banane, donc la question c'est, est-ce que l'enthousiasme est important pour le mental? Je pense que oui, c'est important parce que rester positif c'est aussi se muscler son mental. Tu sais, quand tu te réveilles et que tu sens que c'est un jour sans, t'as pas trop d'envie, t'as juste envie de te recoucher. Bon, c'est peut-être que t'es fatigué, mais c'est peut-être aussi parce que tu manques. Ouais, il y a ce truc qui fait que faut sourire, il faut la bonne humeur et le sourire, c'est synonyme d'enthousiasme. Et l'enthousiasme en général, c'est ce qui te donne envie d'entreprendre, de sortir de chez toi pour aller faire des choses. C'est aussi ce qui t'ouvre vers les autres. Moi, je suis aussi convaincue qu'on apprend par intermédiaire des autres et souvent tu fais des projets parce que tu fais des rencontres. Voilà, parfois il faut rester focus sur son propre parcours et sur ses propres sensations, mais on peut aussi s'imprégner des autres et faire des rencontres. C'est aussi des fois trouver des nouveaux chemins et voilà. Et quand t'es positif et enthousiaste, tu vas aller plus facilement vers les gens en étant positif. Et puis je sais pas toi, mais nous-mêmes on va plus facilement aller vers quelqu'un qui va nous sourire, qui va être ouvert. Et bien sûr, je pense que d'être positif, ça aide dans beaucoup de choses dans la vie, en fait. Rien que pour son état d'esprit à soi, on se sent mieux. Enfin, je dis toujours aussi quand j'ai fait le test, quand à un moment donné, un matin, tu te réveilles, t'es pas très en forme et t'as pas envie, tu sors, tu vas courir, tu vas te balader, je sais pas, et tu fais des sourires aux gens. Tu fais des sourires, tu dis bonjour, et bonjour, on te renvoie un sourire. Et juste le fait de toi recevoir un sourire, ça te remplit, enfin, ça rend joyeux et tu rentres chez toi, voilà, ça y est, t'as switché, t'es dans un mood beaucoup plus positif. Et c'est là où tu prends conscience de l'importance, en fait, de renvoyer cette image parce que c'est ce que l'autre te renvoie et c'est un cercle vertueux, en fait, selon moi. Ouais, t'as raison, c'est sûr, parce que souvent on est dans l'effet miroir, en fait, donc du coup, c'est un peu une nature humaine, c'est-à-dire que si on t'agresse, souvent par effet miroir t'agresses aussi. Enfin, c'est souvent ce qu'on peut constater, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement. Et pareil pour le sourire, hein. Si un sourire envoie un autre, souvent je dis. Hein. Oui, c'est ça. Après, il y a des régions où tu peux dire bonjour au sourire dans le métro le matin en région parisienne. C'est pas toujours le cas. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, ça prend, même si toi, à ce moment-là, t'es joyeux, et puis, du coup, t'as des gens autour de toi qui font tous la gueule, ça va avoir un effet contagieux sur toi, et puis, du coup, tu vas toi-même te renfermer un peu dans ta bulle en disant, ça te rend un peu aigri parce que cette mauvaise humeur ambiante n'est pas hyper agréable, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que l'humeur générale est très contagieuse. C'est vrai. Je crois qu'il y a même un livre qui dit que les émotions sont contagieuses, donc ça va un peu dans le même sens. Ouais, je connais pas ce livre. Tu m'en diras plus. Ouais, les émotions sont contagieuses, il me semble que c'est ça. D'accord, je me renseignerai. Je te donnerai les références si tu veux. On va parler un peu de ta confiance. Est-ce que tu es quelqu'un qui a de la confiance naturelle depuis le départ, ou c'est ta confiance, tu l'as gagnée avec le temps? Non, je pense que tout le monde perd la confiance de temps en temps. C'est quelque chose qu'on n'a pas, c'est pas forcément inné. Encore une fois, notre entourage, je pense, joue beaucoup là-dedans. Quand tu as quelqu'un autour de toi qui te tire vers le haut, félicite, qui t'encourage à faire des choses, ça va t'aider à garder la confiance en toi. Et quand tu as des gens qui t'écrasent,
qui ont tendance à dévaloriser. Tu vois, j'ai tendance à dire toujours il faut toujours s'éloigner de ces gens négatifs et néfastes pour nous, parce que ça va nous plomber et ça va pas nous aider, ça va pas nous tirer vers le haut. Et forcément, ouais, la confiance en soi, elle s'acquiert avec le temps, elle s'acquiert avec l'expérience, elle s'acquiert avec notre entourage. Mais bien sûr, il y a des fois où il y a des coups de moins bien, où on perd un peu tout ça, mais c'est important de rester focus encore une fois sur ses objectifs et se rattacher à tous ces moments où on a réussi, où des fois ça va pas trop parce qu'il y a eu des échecs. C'est normal, les échecs, ça fait avancer quand on arrive à les relativiser et à dire oui, il y a eu des échecs. Mais voilà, il faut aussi surtout pointer du doigt toutes les réussites, quelles qu'elles soient, même si c'est des petites réussites. C'est toujours des choses qui font du bien et qui renforcent la confiance en soi. Donc non, je suis pas naturellement quelqu'un qui est confiance en moi, mais j'ai compris qu'il faut s'entourer de gens comme ça et surtout s'éloigner des gens qui pourraient vouloir du mal ou qui renforcent leur confiance en soi. Les autres, ça malheureusement, il y a des gens comme ça qui s'en rendent pas forcément compte. Mais voilà, j'essaye de pointer du doigt les petits trucs qui m'ont apporté du positif et qui me permettent justement d'avancer en me disant ben voilà, j'essaye d'utiliser ces petites choses positives pour me dire que je suis capable de faire des choses. Et dans le monde du sport, c'est tous ces moments où tu as réussi, où tu as atteint tes objectifs, même si tu n'as pas forcément gagné. C'est pas forcément des victoires dont il faut aller chercher l'inspiration, mais c'est ces moments tu sais, où tu es dans l'effort et où tu es bien, où tu te dis voilà, c'est ça que c'est pour ça que je m'entraîne, c'est pour ressentir ces moments où je me sens tellement bien dans l'effort. Et même si je fais 5e, 6e, 10e, j'en sais rien, j'ai terminé la course en me disant j'ai pris du plaisir et c'est ça que je cherche avant tout. Donc voilà, c'est pas toujours évident de garder la confiance en soi, mais je pense que ouais, il faut essayer de pas focaliser sur les échecs surtout. Alors du coup, c'est la question qui me venait. Tu parlais d'échecs, mais du coup, comment toi tu fais pour garder confiance si tu venais à avoir quelque chose que tu peux considérer comme un échec ou que tu peux considérer comme un échec, quoi. Ouais, il faut justement essayer, c'est pas évident, mais de chercher dans cet échec déjà les raisons. Et si c'est un échec pour soi, mais est-ce que c'est vraiment un échec? Nous, on va considérer que c'est un échec, mais peut-être que d'autres ne considéreront pas cela comme un échec. Souvent, on est dur avec soi-même. On est dur avec soi-même. On est plutôt négatif. On n'est pas forcément content de soi. On a tendance toujours à s'autocritiquer. Donc déjà vraiment se dire est-ce que dans ce que j'ai fait, moi j'ai l'impression que j'ai pas réussi, mais est-ce qu'il n'y a pas des points positifs? S'il y a vraiment pas de points positifs, c'est ok, j'ai pas réussi. Est-ce que dans la tentative de réussir, est-ce que il y a pas des choses positives quand même, parce que j'ai fait quand même j'ai fait ça dans le chemin parcouru, il y a quand même des choses voilà, je me suis quand même bougée, j'ai essayé je me suis aussi, si on pense au côté sportif, je me suis préparée, j'ai développé des qualités mentales, physiques qui sont quand même positives. Donc je pense dans l'échec, il faut toujours essayer de rechercher les petites choses positives quand même. Et puis et puis après, en retirer des leçons, c'est-à-dire pourquoi j'ai pas réussi. Est-ce que justement, c'est pas intéressant de lister les raisons qui ont fait que j'ai le sentiment d'avoir échoué. Je dis le sentiment parce qu'encore une fois, on est peut-être dur avec soi-même et l'échec est parfois relatif. Donc pourquoi j'ai le sentiment d'avoir échoué? Quels sont les objectifs que j'ai pas l'impression de pas avoir atteint? Les lister et les raisons et puis pas reproduire justement ces choses qui ont fait qu'on n'a pas réussi. Donc voilà, juste se servir de cet échec comme d'une expérience et puis du coup ne pas les reproduire et puis s'en servir peut-être aussi d'une force parce que ça va permettre de travailler les points faibles, de dire voilà, bon, j'ai pas réussi, j'ai encore une fois pour reprendre sur le côté sportif puisque c'est ma passion et ma pratique. J'ai pas tenu sur la durée, je manque d'endurance, j'ai eu des problèmes de ventre, donc peut-être qu'il faut au niveau alimentation, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je me suis mal alimentée, j'ai eu des crampes, donc je me suis peut-être mal hydratée, voilà, je me suis pas assez préparée, peut-être que je travaille plus la montée, la descente, tu vois, c'est essayer de relativiser et de se dire en fait c'est pas grave, il y aura du plus la prochaine fois.
Donc en fait finalement tu vas pas te concentrer sur le résultat, mais tu vas plus te concentrer sur les moyens et comment tu vas faire pour les améliorer, pour continuer à prendre du plaisir et puis aller faire une meilleure performance, si je synthétise. Ouais, sans pour autant étouffer le résultat, hein, parce que le résultat il est là quand même, il faut pas l'oublier quand même. Mais si on considère que le résultat est mauvais, c'est pas grave, il faut le relativiser et se dire il y a tout ce qu'il y a en amont qui m'a apporté et c'est une expérience. Donc voilà, ça donne un point de référence qui fait qu'on va essayer de faire mieux. Et puis je vais te dire, si le résultat est mauvais, on peut que faire mieux la prochaine fois. Donc quelque part, il faut presque mieux faire dixième la première fois. On a plus de chances de s'améliorer ou de faire un chrono pas terrible. Et comme ça, on sait qu'on peut la première fois. Eh ben, c'est la deuxième fois que tu considéreras que tu fais un échec parce que tu feras moins bien que la première fois. Ouais, effectivement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te lancer dans un projet, mais que finalement beaucoup de personnes de ton entourage ne croient pas à la réussite de ce projet et du coup, comment tu t'y es prise pour t'affranchir un petit peu de ce que pensaient les gens et pour, on va dire, aller dans ton projet que tu voulais réussir? Alors, j'essaie de réfléchir à mon expérience en même temps que tu me poses la question. Non, franchement, j'ai la chance d'être entourée de personnes bienveillantes parce que comme je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des gens qui croient en toi, avoir des gens positifs qui vont te tirer vers le haut. Ça, c'est clairement des choses qui permettent de réussir, selon moi, de s'entourer de personnes comme ça. Et puis quand bien même il y aurait quelqu'un qui m'aurait mis des bâtons dans les roues sur des éventuels projets, il vaut mieux s'en écarter parce que c'est néfaste d'avoir. Alors il faut peut-être écouter les conseils. Écouter peut-être les mises en garde, surtout quand ça peut être des dangers pour la santé, par exemple. Tu vois, je pense si par exemple, si par exemple je pense à certaines. Un exemple concret, après le départ de la Diagonale des Fous en octobre dernier, j'avais fait une fracture du métacarpien en septembre. Tombant en Corse, je me suis retourné le doigt et je me suis fracturé le métacarpien. Donc c'est vrai que quand j'ai pris le départ de la Diagonale des Fous, j'avais ma fracture qui n'était pas vraiment consolidée. J'étais à 1 mois tout pile. Certains m'ont dit mais t'es folle de prendre le départ de la Diagonale des Fous, t'es inconscient. Sauf que bon, moi je me connais par cœur. J'avais certes sur la radio la fracture qui n'était pas complètement consolidée, mais ça m'empêchait de pas courir. J'avais plus mal, j'avais plus de douleur. Bien sûr, il fallait que je fasse attention de pas me retourner de nouveau le doigt. Tu vois, si j'avais écouté tous ces gens qui m'ont, alors bien sûr, j'ai pris en compte les remarques des uns des autres. J'ai pris en compte les avis médicaux aussi, plusieurs avis médicaux parce que c'est la santé. Faut pas non plus négliger tout ça. Mais voilà, j'ai suivi mes projets, j'ai suivi mes convictions. Et moi, j'étais convaincue que c'est pas ce qui allait m'empêcher d'aller au bout de mon objectif, qui était, voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais oui, il faut les écouter, c'est mis en garde. Mais il faut quand même, je pense, rester focus sur ses convictions et voilà, s'éloigner de parfois c'est des choses qui peuvent un peu polluer nos projets, nos rêves et sans pour autant mettre des œillères. Il faut relativiser et puis pas prendre tout au pied de la lettre. Ok. Tu as bien raison, en tout cas, je crois que c'est vraiment important de s'entourer de gens positifs et qui croient en soi, et je crois que c'est capital, et je crois que c'est valable pour tout, hein, que ça soit dans le monde de l'entreprise, s'entourer de bons collaborateurs, quand on est athlète, d'avoir des entraîneurs, des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques qui croient, il y a tout un staff qui croit en toi et qui t'accompagne aussi vers, dans les moments où tu réussis, puis les moments où c'est plus dur aussi, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que c'est primordial. On est seul, finalement, à plusieurs, on avance mieux. Ça fait du bien d'être épaulé, ça fait du bien de se sentir entouré, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui croit en toi, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui valide tes choix aussi et qui porte tes projets. Voilà, pour
pour tout, on sait qu'à plusieurs, on est toujours plus fort, même si c'est souvent seul qu'on prend des décisions, mais d'avoir des gens positifs, ça fait énormément. Et puis du coup, c'est vrai que moi-même, j'aime bien aussi essayer de me dire que c'est agréable de sentir que tu peux apporter à quelqu'un de soutien, quelqu'un qui a besoin d'être épaulé, quelqu'un qui a besoin d'être félicité pour reprendre la confiance en soi. Il faut croire en les autres, il faut croire au projet des autres aussi, je pense, pour les aider. Ouais, t'as raison. Et les soutenir avec les moyens qu'on peut leur allouer en fonction de leur projet. Tu as tout à fait raison. Tu t'entraînes beaucoup et la question que j'ai envie de te dire, comment tu fais pour garder cette motivation intacte au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que quels sont tes moyens en fait pour l'entretenir, cette motivation? Alors je sais que c'est une passion, mais comment tu fais pour vraiment pour la nourrir, cette passion, cette motivation d'aller courir, d'aller t'engager sur des trails souvent difficiles, et puis voilà, la question est longue, mais ouais. Alors c'est vrai que je cours beaucoup, c'est encore une fois c'est relatif. Je m'entraîne 6 fois par semaine. J'essaie de garder un jour de repos. Pour moi, c'est important pour tout, pour la tête, pour le corps. C'est ce qui fait assimiler le travail des jours d'avant. Donc, ça fait 6 fois par semaine. C'est assez rare que je double dans la journée. J'avais tenté de doubler et c'est vrai que ça m'avait fait l'effet inverse. J'étais rentrée dans une surfatigue et dans un manque d'envie qui faisait que je savais que doubler c'était pas pour moi. Donc, je m'entraîne 1 fois par semaine et donc 1 fois par jour et 6 fois par semaine. Et je t'avoue que je me pose pas trop cette question de manque d'envie parce que j'ai toujours aimé ça a toujours été un plaisir. Je vais jamais m'entraîner par obligation. C'est vrai que j'entends beaucoup d'athlètes de haut niveau parler de sacrifice. Je déteste parler de sacrifice parce que pour moi il y a aucun sacrifice, c'est-à-dire que tu vois quand je vais courir le dimanche 8 heures dans ma fat par exemple, je peux pas parler de sacrifice. C'est n'importe qui aimerait le faire. Tu prends ton sac, tu vois des paysages de fou, t'es dans la nature. C'est génial. Tu vis des choses incroyables et voilà, j'ai toujours aimé en fait l'effort. J'ai toujours. C'est plus en fait un moment que j'attends que je me dis c'est cool, là, je vais aller m'entraîner. Et puis le jour où j'ai pas envie, je me dis si t'en as pas envie, c'est que ton corps il est peut-être fatigué, il a peut-être besoin de repos. Donc j'ai aussi compris avec l'expérience que c'est pas en s'accordant un jour de repos supplémentaire qu'on va régresser. Il faut savoir aussi s'écouter. Mais ouais, je cherche jamais la motivation ou très très rarement. Et quand j'ai besoin de la chercher, je te dis, je mets un peu de musique. Je décale l'entraînement à un autre moment de la journée parce que je me dis que physiologiquement, c'est peut-être que c'est pas le moment pour moi d'y aller. Mais c'est très rare. J'ai toujours envie. J'aime ce moment. Je repense à ces moments où on est dans l'euphorie, là où t'es en plein effort et où tu te sens juste bien et tu te dis la chance que j'ai quand même de pouvoir d'avoir mes 2 jambes qui me portent. Puis voilà. Puis pour les personnes qui manquent vraiment de motivation, il suffit de penser à toutes ces fois où tu as été blessé, où tu as eu un petit problème de santé, où tu t'es dit quand même quand j'ai tout qui va bien, c'est quand même cool. J'ai la chance d'être en bonne santé et de pouvoir y aller. Donc j'y vais. Et c'est vrai que quand ta santé part un peu en vrille, que tu te rends compte que voilà, t'as de la chance quand tout va bien, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Du coup, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour toi, c'est une passion, ça fait sens de le faire, et que du coup, en fait, la motivation, t'as pas besoin d'aller vraiment la chercher parce que c'est quelque chose qui t'anime, en fait, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Le sport fait partie de ma vie. Si j'ai pas ça, ma vie elle est bancale. Voilà, il me manque quelque chose. C'est ce qui me fait que je me sens bien, c'est ce qui fait que je me sens bien dans mon corps, c'est ce qui fait que je me sens bien dans ma tête, c'est ce qui fait que je suis épanouie, c'est ce qui fait que j'ai le sourire, ce qui fait que j'ai envie de faire des projets. Je vois quand je suis blessée, là dernièrement j'ai eu un accident de vélo, j'ai eu une fracture de la clavicule. Tu en parlais tout à l'heure et tu disais que je bougeais quand même parce que pour moi c'était vital en fait. Rester dans le canapé avec mon coude au corps là, à pas bouger parce que le moindre
moindre douleur, la moindre mouvement me faisait mal. C'est ce qui me tire vers le bas, et pour moi c'est la mort. Le manque de mouvement, c'est la mort, et j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de l'animation dans ma vie. Voilà, c'est primordial, et c'est vrai que du coup je me pose pas la question. C'est le jour de repos. J'ai appris à le respecter parce que j'ai compris que c'était nécessaire, et c'est ce qui fait qui fait qu'on peut durer aussi. C'est qu'il faut aussi un peu penser à se reposer de temps en temps. Tu parlais de douleur, mais j'ai l'impression que t'es un petit peu, alors je sais pas, je pense pas que tu sois douillette mais j'ai l'impression que la douleur, t'arrives à la gérer quand même relativement bien, puisque du coup sur la diagonale des fous que tu as faite, donc tu t'es fait mal bien avant l'arrivée. Donc, je sais pas, tu as dû faire une 40aine de kilomètres, je crois, avec une fracture au péroné, ou je crois que c'est en tout cas situé dans cette zone-là. Est-ce que ouais. Comment t'as fait en fait, c'est la question que je me suis posée quand ça arrivait, mais pour dépasser certainement la douleur qui devait être relativement quand même intense au niveau de ta jambe, pour pouvoir continuer du coup à courir. C'est une question que je me suis vraiment posée au moment où j'ai lu ça sur les réseaux ou dans les journaux, quoi. Ouais. Alors je suis pas douillette, ça c'est sûr. J'ai cette chance d'être dure au mal et de pouvoir, je pense, supporter une douleur assez intense. Je saurais pas te dire pourquoi. Hein. Je pense qu'on est tous différents, et j'ai conscience que voilà, chacun fait avec ses possibilités, avec son expérience, avec comment il est né et comment il a grandi. C'est vrai que j'ai eu des épisodes douloureux dans ma vie, j'ai eu des accidents de voiture graves, il m'est arrivé pas mal de pépins comme ça. C'est peut-être ça qui m'a construit comme ça. Et puis, alors oui, il y a eu cet événement, c'est vrai, qui a interpellé beaucoup de monde sur la diagonale des Fous. J'ai chuté, alors tu parlais de 40 km, mais en fait c'est 80 km avec cette... ouais. J'ai chuté à mi-parcours de la diagonale des Fous, donc au 80e kilomètre, au moment où j'entrais dans ma fat. Je suis tombée un peu bêtement sur une portion plutôt plate, mais avec pas mal de grosses pierres. Je suis très mal tombée. Je suis tombée sur tout mon corps, et je me suis cassé une côte. Je me suis abîmé une hanche, le coude ensemble. Et en fait, à ce moment-là, j'avais mal, si tu veux, à la jambe et au niveau du tibia, mais à ce moment-là, pas plus que ça. Donc, je suis repartie. Ça m'a un peu coupé la respiration, mais c'est surtout la côte au début qui m'a inquiétée, parce que j'avais vraiment du mal. Je me suis dit, bon, ça arrive, les chutes, ça arrive. Moi, ça m'arrive souvent. Et puis, sur 170 km, sur un ultra, surtout à la Réunion, il y a beaucoup de chutes. Donc, je suis repartie en me disant, ça va passer, c'est l'hématome qui me fait mal, etc. Les douleurs à la côte, tout ça, on a soigné, le coude, on a nettoyé au ravito d'après. Mais voilà, je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave. Et puis est arrivée progressivement une douleur au niveau du tibia, une tibia péroné. Enfin, sur le coup, pour moi, c'était le tibia. J'avais vraiment super mal. Et plus j'avançais, plus j'avais mal, plus ça devenait insupportable. La pose de pied, juste la pose de pied me faisait mal, et je continuais en me disant, mais c'est peut-être pas grave, c'est peut-être en limite, c'est peut-être, je savais pas ce que j'avais, mais si tu veux, quand t'es lancé au bout de 80 km sur une course comme ça, tu t'arrêtes pas à la première douleur, parce que tu sais qu'il y a des douleurs qui sont normales, parce que tu sais que de toute façon, à un moment donné, sur 30 ou 40 heures d'effort, tu sais que tu vas avoir mal quelque part. C'est impossible de faire un ultra de 160 km ou 170 sans aucune douleur. Donc, j'ai peut-être relativisé la blessure en me disant que c'était pas si grave, jusqu'à un moment donné où ça devenait tellement insupportable que je me suis arrêtée. Je n'arrivais plus du tout à descendre de roche ancrée. Il y a une grande descente qui te fait redescendre en fait en plein cœur de ma fat. T'es tout en bas au niveau de la rivière de Galets là. Et là, pour moi, je pouvais pas faire autre chose qu'abandonner. J'arrivais plus à avancer. Je pleurais. C'était vraiment insupportable. J'ai contacté mon assistance. J'ai mis les jambes dans l'eau, dans la rivière, au frais, et puis je me suis posé la question. J'ai pris le temps, tu vois, de me dire, mais qu'est-ce que je fais? J'étais deuxième, mais à ce moment-là, la première était pas encore trop loin. J'avais pas mal d'avance sur la troisième. Donc je me suis dit, c'est quand même bête d'abandonner une diagonale des Fous. C'est la première fois que tu participes, c'est ton objectif de l'année. Tu t'as peut-être qu'une périostite, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, c'est juste une périostite. Alors c'est entre guillemets juste, c'est pas rien une périostite. J'ai essayé de trouver des solutions, j'ai bandé, tu vois, j'ai mis des straps pour essayer de serrer. Je me suis posé la question, est-ce que je continue? Et puis en fait, la seule solution d'abandonner ici, c'est de te faire. Et mon assistance m'a dit, là, si tu veux arrêter, on est obligé de faire venir un hélico.
Et pour moi, il était hors de question que je fasse venir un hélico pour me rapatrier si c'était qu'une tendinite, tu vois. J'ai pris le temps de me poser, de peser le pour et le contre, et puis je suis repartie en me disant on verra, je vais aller au ravito d'après, et puis en montée ça me faisait un peu moins mal qu'en descente. Donc la montée suivante à Roche-Plate, j'ai serré les dents, et puis en fait j'ai serré les dents jusqu'à l'arrivée. Je peux pas te dire ce qui m'a porté d'un ravito à l'autre et ce qui m'a fait continuer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai continué dans une douleur atroce, et que j'étais focus sur une chose, c'est arriver et me dire que la douleur était temporaire, et qu'une fois franchi la ligne d'arrivée, j'allais me soigner, et que ce serait pire d'abandonner parce que j'allais m'en vouloir toute ma vie, alors que la douleur, j'allais la soigner, que le corps allait se réparer. Et tu vois, j'étais focus sur ça, en fait. La douleur est temporaire, l'abandon est définitif. L'abandon, toute ta vie, tu vas t'en vouloir, et toute ta vie, tu te seras voulu d'avoir arrêté sur cette course qui, pour toi, est super importante. Je l'avais bien préparée. C'était la Réunion. J'avais aménagé ici depuis début d'année. J'avais mon assistante qui me suivait, qui était venue exprès pour moi. J'étais deuxième à ce moment-là, et tout plein de raisons en fait qui ont fait que je ne pouvais pas arrêter, et que par contre je pouvais continuer à serrer les dents. Et voilà, j'ai serré les dents, mais quand j'y repense, jamais je voudrais revivre la douleur que j'ai vécue à ce moment-là, parce que ça en était un point. Dans les descentes, j'étais en crabe, tu sais, j'étais obligée de me mettre un petit peu de profil, parce que juste la pose la vibration au niveau du tibia me faisait horriblement mal, et dans la dernière descente je me tenais aux branches pour essayer de soulager. C'était très 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 frustrant de voir les gens qui prenaient autant de plaisir me doubler à une vitesse là, et moi laisser les gens filer et me dire c'est pas grave, je veux juste continuer. Et puis tu vois, me voir en fait sortie de la course, parce que pour moi j'étais sortie de la course, j'étais dans mon combat à moi en fait, de finir coûte que coûte, mais j'étais plus du tout dans la perf, hein. Alors je termine quand même 4e, mais tu vois, c'est pareil, laisser filer la 2e place, laisser filer la 3e place, voir le podium s'envoler, c'était pas grave, parce que je voulais juste terminer, et puis c'était mon combat à moi. Mais qu'est-ce que c'était frustrant de vivre ça, c'était tellement frustrant. Voilà, mais c'est une expérience de plus. Je me suis réparée, et aujourd'hui je vais très bien. Mon péroné s'est réparé. Alors en fait, ce qui s'est passé, alors c'est un peu long, mais du coup, ce qui s'est passé apparemment d'après les médecins, alors donc j'avais bien une côte de cassé, ça a été très long d'ailleurs, la côte, ça a été très douloureux les jours d'après, mais le péroné, il y a une torsion en fait au niveau de la chute qui aurait provoqué une fissure sur le péroné, et ce qui fait que sur le coup j'ai pas eu trop mal, et qu'en fait les chocs répétés de la course et les petits sauts que tu peux faire à la diag, parce que tu as beaucoup d'escaliers, et puis tu vois le dénivelé fait que tu fais quand même beaucoup de petits sauts, aurait provoqué la fissure qui se serait devenue fracture, tu vois, et qui fait que ça a aggravé les choses. Et voilà, c'est que quand j'ai passé la radio, j'ai détecté une fissure au niveau du péroné, qui n'était pas une fracture franche comme j'ai pu avoir au niveau de la clavicule dernièrement après ma chute à vélo. Donc qui sait, je pense, réparer aussi plus vite qu'une fracture franche, quoi. Mais je le souhaite à personne, parce que c'était vraiment pas agréable. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais en tout cas, j'ai l'impression que en fait ça me fait penser du coup en t'écoutant, que le fait de te focaliser sur du coup de visualiser l'arrivée, te focaliser uniquement sur les moyens que tu avais pour avancer, et de pas te concentrer de toute manière sur ce que tu ne pouvais pas contrôler, c'est-à-dire finalement la douleur, et tu pouvais que faire avec. Ça finalement ça t'a porté à aller jusqu'à l'arrivée, quoi. Oui, exactement. Ouais, il faut penser, ça a été important cette demi-heure où je me suis posée, et j'ai pensé à l'après, j'ai pensé au moment, j'ai pensé aux conséquences. Alors c'est vrai que j'ai eu quelques critiques de gens qui m'ont dit, mais est-ce que tu as pensé à toi? C'est inconscient ce que tu as fait, c'est pas bien l'exemple que tu donnes. En fait, j'avais conscience que ce que j'avais était pas anodin. Mais j'avais aussi conscience que c'était pas si grave, et que derrière il y aurait pas un côté irréversible, et que j'allais me réparer. Voilà, je suis pas non plus inconsciente. Et puis j'ai pris les précautions qu'il fallait pour pas que derrière il y ait d'aggravation aussi. Donc tu vois, dans cette folie qui m'a prise, j'y avais aussi une part de conscience et de prudence qui a fait que voilà, j'ai quand
j'ai quand même pris en compte tous ces aspects-là et voilà, c'est un choix personnel que j'ai fait en prenant en compte quand même tout le reste. Et moi-même, j'ai conscience que peut-être d'autres n'auraient pas pris cette décision. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tous différents. Et j'aurais tout à fait compris que quelqu'un arrête. Voilà, chacun fait en fonction de ses ressentis et de ses propres expériences aussi. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout le choix d'avoir continué. Oui, puis de ses ressources physiques et psychologiques aussi, hein, puisque finalement, t'as trouvé la ressource en toi pour y arriver. Donc après, certes, peut-être que d'autres l'auraient peut-être pas fait, mais en tout cas, toi, c'était ton choix. Donc voilà. Bon, en tout cas, bravo. Mais en tout cas, je pense avoir compris en fait la manière dont tu as fait pour tenir en fait. Et je pense que c'est vraiment le fait de s'axer sur ce qui était maîtrisable pour toi et pas te concentrer sur ce que tu ne maîtrisais pas, c'est-à-dire la douleur, puisque finalement il fallait faire avec quoi. Et je pense que ça a dû te permettre parce que souvent je pose la question de la détermination, mais bon, ça fait preuve d'une certaine détermination à aller vers l'objectif. Et souvent je pose la question, est-ce que pour avoir une force mentale il ne faut rien lâcher? Je crois que tu nous as donné la réponse là. Finalement t'as rien lâché tout en prenant en considération. Oui, je pense que c'est ouais, c'est ça. Ça en renvoie à la définition qu'on en faisait au début du podcast. C'est toute cette force qu'on ne maîtrise pas forcément au départ, mais qu'on a en nous et qu'on se découvre. Encore une fois, là, j'ai repoussé la limite de la douleur comme je l'avais jamais fait et ça va me servir pour la suite parce que je sais on sait qu'on est capable d'eux quand on l'a réalisé et c'est encore une fois des nouvelles ressources mentales que j'ai en moi et qui vont me permettre peut-être d'aller encore plus loin sur d'autres épreuves parce que tu sais que tu les as. Voilà, c'est chouette de savoir qu'on a ces ressources qui vont nous faire réussir, qui peuvent nous faire aller encore plus loin. Voilà, il faut le faire en toute intelligence. C'est pas non plus. Encore une fois, je donne pas l'exemple de repousser sans réfléchir et dans l'inconscience. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Il faut le faire en pleine conscience, mais il faut quand même se dire que faut pas se mettre dans un cocon précieux à se dire j'ai mal, j'arrête. Tu vois, il y a beaucoup de gens parce que la douleur, elle est sur des courses comme ça. On a mal des fois, et puis des fois c'est des douleurs normales, c'est des douleurs qui vont passer. Il faut persévérer, voilà. Et quand on met pas en danger sa vie et sa sécurité, on peut continuer. Parfois, je vois des gens qui mettent le clignotant à la première difficulté. Non, il faut se dire que des moments de moins bien, on va en connaître dans ces longues courses. Voilà, il faut patiemment faire en sorte que réfléchir à pourquoi je suis pas bien. Est-ce qu'il faut que je mange? Est-ce qu'il faut boire? Est-ce qu'il faut que je ralentisse? Est-ce qu'il faut que tu vois, il y a différents leviers à mettre en place pour switcher du positif, mais pas forcément se dire voilà, je suis pas bien, j'arrête, c'est nul, j'ai mal, je prends pas de plaisir. Non, je pense qu'il faut persévérer et aller justement chercher un peu plus loin dans ces ressources mentales qu'on ne connaît pas, mais qui sont là. Ouais, du coup, finalement, c'est chez tout le monde. Ouais, ces trails longue distance, c'est une vraie introspection sur soi, en fait. Ouais, exactement. Ouais, t'apprends beaucoup. T'apprends énormément sur toi, t'apprends énormément sur tes capacités dont t'avais pas du tout conscience au départ. Tu vis des trucs intenses en émotion, que ce soit dans le pire que dans le meilleur. Tu vis des choses agréables comme des choses dures. Et on vit pour vivre tout ça en fait. C'est vivre, ressentir c'est vivre et vivre ses émotions. Tu sens que t'es vivant, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais quoi. C'est vraiment à vivre une fois dans sa vie, je crois. Bon, écoute, en tout cas, merci pour ce beau témoignage qui m'aura permis de comprendre un petit peu comment tu as fait pour tenir 80 km, en tout cas avec cette blessure. C'est quelque chose qui m'avait marqué puisque je me demandais vraiment, quand la douleur est trop intense, où est-ce qu'on peut aller chercher la ressource physique et psychologique pour pouvoir continuer à avancer quoi. Mais bon, tu m'as donné la réponse. Ouais, mais tu sais, même moi quand je me replonge des fois quand j'essaie de me replonger dans ces 80 km, ça fait l'équivalent de quoi, de 15-16 heures. Des fois je me dis mais comment ça peut, à l'arrivée, et surtout à l'arrivée quand j'ai franchi la ligne et que je pouvais plus poser le pied et qu'on m'a porté pour aller à l'hôpital et que du coup j'étais dans une chaise roulante pour aller passer la radio.
je me mettais debout, je me disais, mais t'imagines, là, si on te demande de refaire la dernière descente de la Diag, impossible. Jamais on m'aurait fait refaire la dernière descente. Mais je pense que quand t'es dans tu te poses pas forcément 10 000 questions, t'avances, quoi. T'avances un pas après l'autre, et puis, mais, ouais. Même moi, c'est des choses qui me dépassent un peu encore aujourd'hui, hein. Bon, en tout cas, tu pourras répondre à une question prochainement. Je reviendrai te la poser. Est-ce qu'il faut savoir apprendre à supporter la douleur pour progresser? Et du coup, la prochaine diagonale des fous, je viendrai te reposer la question pour savoir si est-ce que cette expérience t'aura permis de faire mieux sur la prochaine que tu vas faire. Ouais. Après, encore une fois, tout dépend du type de douleur, hein. Je veux pas inciter à forcer la douleur dans l'inconscience. Je pense qu'il faut se poser la question avant d'aller plus loin. C'est j'ai mal, quelle est cette douleur? Est-ce qu'elle va être irréversible? Est-ce qu'elle va m'amener à quelque chose de grave? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une inconscience? Est-ce que je me mets en danger? Est-ce que je mets en danger les autres? Il faut quand même se poser ces questions avant. Mais il y a des douleurs qui sont normales, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, il faut faire la nuance. Ouais, tout à fait. Tout est question d'équilibre, comme tout, hein. Le juste équilibre, il est super important dans la vie de manière générale. Bon, bah si, on arrive sur la fin de cette interview qui était d'une grande richesse, et je suis vraiment très content d'avoir su faire mon marathon pour te relancer, pour essayer à chaque fois de trouver le bon moment pour qu'on puisse faire cette interview, et j'en suis vraiment très heureux de l'avoir fait aujourd'hui. C'était le bon moment. Écoute, je suis ravie aussi. Merci à toi de m'avoir laissé la parole, et merci pour cet échange, toujours très enrichissant. Et du coup, j'ai pour coutume de laisser le mot de la fin à l'invité, voilà, si t'as envie de parler de l'actualité qui va arriver, ou si t'as un message à faire passer, en tout cas aux gens qui écoutent le podcast, écoute, je te laisse une nouvelle fois la parole pour venir conclure cet épisode. Écoute, j'ai envie de dire aux gens, osez, lancez-vous, suivez vos envies, suivez vos passions et barrières qui n'ont pas lieu d'être, comme des barrières, des gens qui peuvent vous barrer la route, ou un manque de confiance en soi qui fait qu'on pense qu'on n'est pas capable d'eux. Dites-vous que vous êtes tous capables, on est tous capables d'eux. Il faut juste donner les moyens de le faire, et voilà. Et puis ne pas s'arrêter au premier échec. Parce qu'on en vit des échecs dans la vie, et c'est ce qui fait qu'on est vivant, en fait, parce que quand on vit des échecs, on vit des émotions, et les émotions, c'est vivre. Donc je vous souhaite de vivre plein d'émotions encore, et surtout de pas forcément suivre les chemins tout tracés, et peut-être sortir de ces autoroutes, sortir de sa zone de confort, aller voir un peu ce qui se passe dans les petits singles à droite à gauche. Parfois il y a des embûches, parfois ça monte, parfois ça descend, parfois c'est dur, mais c'est ce qu'on aime aussi quand on a des petites difficultés. Donc foncez, ne vous arrêtez pas. Bon, on va foncer, et on va continuer en tout cas à te suivre quotidiennement sur les réseaux pour voir tes belles images de la Réunion, des endroits où tu cours et que tu nous partages régulièrement. C'est gentil, merci pour tout, Sébastien. Merci à toi, et puis à très bientôt. À bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes, et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux, et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.